Agnès Pannier-Runacher, Jean-Baptiste Djebari, Alexis Kohler, François Bayrou, Richard Ferrand et la dernière en date, Caroline Cailleux, à chaque affaire concernant nos élus, à chaque soupçon de conflit d'intérêts, de manquement à la probité ou de corruption, un nom revient, l'AHATVP. Créée après l'affaire Cahuzac, cette autorité indépendante a pour but de moraliser la vie politique, de contrôler nos élus et de rétablir la confiance des citoyens. Vaste programme, la parole de son président Didier Migaud est rare dans les médias et aujourd'hui, il a accepté de nous ouvrir ses portes. Mais comment fonctionne cette institution méconnue du grand public et parfois critiquée ? Quels sont ses pouvoirs et surtout ses moyens ? Sur quels critères évalue-t-elle les risques de corruption ? C'est toutes les questions que je vais lui poser. De la trahison des combats. Bonjour Didier Migaud. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau, ici à la HATVP. Donc, vous êtes un ancien député socialiste, ancien président de la Cour des comptes et de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et depuis 2020, vous êtes à la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La HATVP, c'est un acronyme qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Presque pas une semaine ou un mois sans une nouvelle affaire de conflit d'intérêts ou de déclaration de patrimoine. Et à chaque fois, on se tourne vers vous pour savoir s'il y a affaire ou pas. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la mission de la HATVP ? C'est une autorité qui a été mise en place en 2013, après l'affaire dite Cahuzac, en remplacement d'une commission de contrôle de la transparence de la vie publique qui manquait beaucoup de moyens pour remplir les missions qui étaient les siennes. Il y a plusieurs missions qui relèvent, je dirais, de la haute autorité. Tout d'abord, le contrôle des déclarations de patrimoine de 17 000 responsables publics. 17 000. 17 000, avec l'objectif de contrôler l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité de ces déclarations et de les comparer entre le début de mandat et la fin de mandat pour apprécier un éventuel enrichissement illicite. Vous avez ensuite le contrôle de déclarations d'intérêt que doivent également remplir les mêmes responsables publics. Là, l'idée, c'est de pouvoir prévenir les conflits d'intérêts possibles, puisqu'à partir d'un conflit d'intérêts, vous pouvez effectivement commettre plusieurs infractions à la probité. Et ce contrôle est extrêmement important et l'ensemble des déclarations d'intérêt des élus sont rendues publiques. C'est la transparence en ce qui concerne ces déclarations d'intérêt. Il y a une troisième mission qui est plus récente, qui est le contrôle des mobilités entre le secteur public et le secteur privé. On pourra y revenir. Ce sont tous les projets de reconversion professionnelle. Ce qu'on appelle parfois le pantouflage. Le pantouflage, le rétro-pantouflage, bon, ce sont des termes imagés, effectivement. Et puis, nous avons une dernière mission qui est la tenue du répertoire des représentants d'intérêt. Il s'agit là de la régulation du lobbying et le contrôle du respect des obligations déclaratives et des obligations déontologiques des représentants d'intérêt qui figurent sur ce répertoire. Vous contrôlez 17 000 personnes, essentiellement des élus. Alors, 17 000 personnes pour les déclarations de patrimoine et d'intérêt, de l'ordre de 20 000 personnes s'agissant de la mobilité entre le secteur public et le secteur privé. Et combien êtes-vous à la HATVP concrètement ? Nous serons 71 en 2023. Au départ, la Haute Autorité avait 24 personnes. Donc, vous avez une évolution des effectifs, c'est tout à fait souhaitable, puisqu'il y a eu un élargissement des missions. Bon, c'est peut-être le premier président de la Cour des comptes qui parle. Je suis vigilant, bien sûr, sur la bonne utilisation des moyens qui nous sont accordés par le Parlement. Je considère toutefois que ces moyens sont contraints pour exercer pleinement toutes les missions qui sont les nôtres. Donc nous avons formulé un certain nombre de propositions pour progressivement faire en sorte que nos effectifs augmentent. Oui, parce que entre 17 000, 20 000 dossiers à contrôler et 70 personnes en tout, donc j'imagine il n'y a pas que des contrôleurs dans ce personnel-là, ça paraît un petit peu disproportionné. Une grande partie sur les 70
71 que nous serons l'année prochaine, il y en a plus de 50, entre 50 et 55 qui sont en fait sur le contrôle. Donc, puisqu'en fait, les structures administratives en tant que telles sont vraiment réduites au minimum. Alors, si demain, je deviens élu, j'entre au gouvernement, par exemple, je deviens ministre de l'Information, pourquoi pas? Non, il n'y en a plus. Hein. Je sais. Heureusement. Il faudra que quel document je devrais vous envoyer? Je devrais faire une déclaration de patrimoine, donc faire la liste de ce que je possède, et je devrais faire une déclaration d'intérêt. Et donc, concrètement, quel document je devrais fournir à la haute autorité? D'abord, le président de la République a la possibilité de nous saisir en amont d'une désignation et d'une entrée au gouvernement pour savoir si la personne, par exemple, relève déjà de nous et si nous avons un certain nombre d'observations à faire par rapport à cette personne sur le plan, en tout cas, des missions qui sont les nôtres, hein, sur le respect, bien sûr, des obligations déclaratives et d'obligations déontologiques. Ensuite, le ministre qui rentre au gouvernement, le ou la ministre, nous doivent une déclaration de patrimoine, une déclaration d'intérêt dans les 2 mois. C'est soumis, bien sûr, au contrôle du collège de la haute autorité, c'est instruit par les services, et ensuite, ce sont des décisions qui sont collégiales. Et ça, c'est très important. La haute autorité pour la transparence de la vie publique est non seulement une autorité administrative indépendante, et c'est important, l'indépendance, c'est essentiel. Et qu'est-ce qui la garantit, cette indépendance ? Vous êtes nommé par le président de la République ou un certain nombre d'autorités, après avis des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Votre mandat n'est pas reconductible, ce qui vous garantit une indépendance totale pendant l'exercice de vos missions. Quand vous avez la possibilité d'être reconduit dans ces fonctions, on peut considérer que l'indépendance n'est pas totale, parce que, vous pouvez vouloir assurer votre propre conduction. Donc, le fait que les mandats ne soient pas reconductibles est vraiment une excellente chose. Et puis, c'est une autorité qui est collégiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le président, mais un collège qui est composé de personnalités du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et d'un certain nombre de personnalités également nommées par le président du Sénat, le président de l'Assemblée et le gouvernement. Ce qui fait un collège avec des personnalités issues d'horizons divers, et je dirais que ça rend, je pense, les avis d'autant plus pertinents. De quel pouvoir disposez-vous ? Si un élu ne remplit pas bien sa déclaration d'intérêt, sous-évalue son patrimoine ou refuse de vous l'envoyer, quel moyen de coercition vous avez pour les obliger ou les sanctionner en cas de manquement ? Alors d'abord, il y a le non-dépôt et le non-respect des obligations déclaratives. Ça nous arrive. Je dirais que dans l'ensemble, l'immense majorité des responsables publics respectent leurs obligations déclaratives. Pas toujours dans les délais légaux. Il faut parfois relancer, voire adresser une injonction, mais après relance et injonction, vous avez des proportions qui sont très satisfaisantes, de l'ordre de 99%, par exemple. Il y a les administratives, en fait, c'est ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça demande un travail certain pour la haute autorité que relancer, voire adresser des injonctions, ça prend du temps. Dans l'année 2021, nous avons pu envoyer de l'ordre de un peu plus de 60 situations de ce type au parquet. Et c'est là où nous demandons d'ailleurs aux législateurs qu'ils puissent prévoir une sanction administrative qui pourrait être délivrée par une commission des sanctions au niveau de la haute autorité. Parce qu'il est important que dans ce type de situation, la sanction intervienne rapidement.
et puisse être dissuasif. Une personne qui ne respecte pas ses obligations déclaratives, il doit pouvoir être sanctionné. Et puis, je dirais, ce qui aggrave d'ailleurs le cas de cette personne, c'est que pendant le temps où il ne nous adresse pas ces déclarations, mais il n'est pas contrôlé. Oui. Donc, je dirais qu'il y a une double situation qui fait que il faut pouvoir sanctionner rapidement. Or, nous adressons ces non-dépôts au parquet, aux différents parquets, des parquets qui sont engorgés, alors que ce sont, je dirais, des infractions très, très, très simples. Et caractérisées. Et caractérisées. Et nous souhaiterions, comme d'autres autorités administratives indépendantes, pouvoir, sans nous substituer bien sûr au juge, en cas de récidive, en cas de difficulté, il faut que le juge pénal, bien évidemment, soit saisi. Mais ce serait utile, je pense, pour le travail de la haute autorité, que la haute autorité puisse décider d'amende, de sanctions administratives pour ces personnes-là. Alors ensuite, nous vérifions, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité, à la fois de la déclaration de patrimoine et de la déclaration d'intérêt. Et nous avons un échange, bien sûr, avec la personne concernée, et nous pouvons lui demander des corrections ou des modifications. Et puis ensuite, c'est publié. C'est publié pour ce qui concerne les déclarations de patrimoine et les déclarations d'intérêt pour les ministres. On a eu la liste il n'y a pas très longtemps. C'est publié pour les déclarations d'intérêt des élus, étant entendu que les déclarations de patrimoine, s'agissant des parlementaires, sont consultables en préfecture. Les déclarations de patrimoine des élus locaux sont contrôlées par la haute autorité, mais ne sont pas rendues publiques. Et puis, vous avez les déclarations de patrimoine et d'intérêt des hauts fonctionnaires et des responsables publics autres que les élus et les ministres et les parlementaires qui sont contrôlés par la haute autorité sans être rendus publics. Alors, vous pouvez, à partir de la publication, recevoir des signalements sur l'absence de tel ou tel intérêt de l'élu concerné. Bon, généralement, nous regardons cela avec attention et bien évidemment, nous avons le recul nécessaire pour apprécier si c'est une modification substantielle ou mineure. Si c'est une modification, si c'est un manquement mineur, bon, ça doit faire l'objet d'une rectification ou d'une modification. Mmh. Si c'est un manquement substantiel, bien évidemment, le collège apprécie s'il transmet au parquet. S'il s'agit vraiment d'un manquement substantiel, il y a transmission au parquet. Concernant les déclarations de patrimoine, on arrive bien à visualiser la chose, c'est-à-dire combien la personne possède, si elle a caché ou sous-estimé. L'infraction est facilement représentable. Concernant le conflit d'intérêts, c'est plus difficile. Donc, sur quels critères vous évaluez la dangerosité d'un conflit d'intérêts ? Donc, qu'il est potentiel, substantiel ou qu'il n'y a pas de problème ? La déclaration d'intérêt, c'est un modèle qui a été arrêté à la fois par le législateur et puis le pouvoir réglementaire. Donc, vous avez des rubriques. Et la personne doit remplir ces rubriques. Ces rubriques la concernent directement. Donc, vous devez faire état des intérêts qui sont les vôtres, des fonctions que vous pouvez avoir, des activités que vous avez, rémunérées ou bien des activités bénévoles, mais quand il s'agit, je dirais, de responsabilité dans une association, dans une entité particulière. Et puis, vous devez également déclarer la situation de votre conjoint et les conflits d'intérêts possibles à travers votre conjoint. Ça, ce sont les obligations légales. Et puis, vous avez une interrogation que doit avoir, bien sûr, la personne concernée sur d'autres conflits d'intérêts possibles. Et là, vous avez éventuellement la capacité ou la possibilité, plus exactement, de remplir une case observation où vous pouvez faire état
de ces autres conflits d'intérêts que vous avez identifiés et susceptibles de poser problème par rapport aux fonctions qui vont vous être confiées. Et donc c'est sur cette marge un peu laissée à l'appréciation de la personne que parfois le diable se cache dans les détails. On peut penser au cas de M. Kohler, par exemple, où effectivement les soupçons qui peuvent peser sur lui ne concernent pas son conjoint, mais concernent la famille de sa mère, qui a avec des liens avec l'armateur MSC, ou plus récemment, il y a le cas de Madame Pannier-Runacher, où c'était l'affaire qu'il a liée à Perenco, concernait en fait ses enfants. Elle a signé pour eux parce qu'ils sont mineurs, mais on peut rappeler en un mot, c'est le père d'Anne Pannier-Runacher qui a fait un montage pour permettre une donation à ses petits-enfants avec des fonds dont l'origine n'est pas très claire, sans doute des paradis fiscaux, et qui les a fait rentrer comme actionnaires dans une société. Et donc ça, Mme Pannier-Runacher était au courant, puisque c'est de ses enfants dont il s'agit, mais elle ne l'avait pas déclaré dans sa déclaration d'intérêt. Et elle n'était pas obligée, puisqu'il s'agissait de ses enfants et pas de son conjoint. Donc est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette quand on voit ces cas-là? S'agissant de la première situation, elle ne relève pas de la haute autorité, puisque nous n'existions pas au moment où la question s'est posée. Pour la personne, donc c'était la commission de déontologie qui avait été compétente en son temps. Pour la deuxième personne, nous avons fait observer qu'elle avait respecté ses obligations déclaratives en tant que telle, et le collège a considéré que le décret de déport, qui a fait suite à des signalements et puis à quelques interrogations, règle de fait le problème. Oui, mais justement, donc on parle du 8 novembre, en fait, il y a un décret qui paraît au journal officiel qui dit que Mme Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition énergétique, ne pourra sous aucun prétexte s'occuper des dossiers concernant 3 sociétés spécifiques, dont Perenco, qui est la société dont on parlait. Et donc ensuite, vous c'est un excellent décret. Voilà. Et vous, donc, à la HATVP, vous avez fait un communiqué le même jour, en suivant. Mais est-ce que le fait que ce décret dise qu'elle ne peut pas s'occuper de la société Perenco, ça ne montre pas déjà qu'il y avait un problème? Vous pouvez effectivement en conclure ceci. Alors, semble-t-il, elle n'a pas pris de décision, semble-t-il, concernant cette entreprise. La sagesse était de prendre ce décret de déport. C'est un peu dommage qu'elle n'ait pas anticipé ça et qu'elle ait pensé à le déclarer dans sa déclaration. Il est important dans ce type je dirais 2 choses par rapport à cette situation. Je pense qu'il faudrait que le délai soit raccourci pour la présentation des déclarations d'intérêt pour les ministres. 2 mois, c'est beaucoup trop long. Et ils peuvent se trouver dans une situation de conflit d'intérêts qui n'a pas été identifiée par le secrétariat général du gouvernement. Et donc, il faudrait pouvoir obtenir ces déclarations d'intérêt dans un délai beaucoup plus court. Ça devrait être, je dirais, une des premières initiatives que devrait prendre un ministre quand il prend ses fonctions. Et puis, il est important que le ou la ministre s'interroge sur toutes les situations. Et là, la haute autorité est là pour accompagner aussi, pour expliquer ce que l'on peut attendre justement d'un responsable public. Et ça doit être l'occasion, je dirais, de se poser toutes les questions qu'il est nécessaire de se poser. Et il y a un certain nombre de ministres qui le font spontanément et d'autres qui le font moins spontanément. Ils doivent être aidés à le faire. Si nous raccourcissons le délai, il pourrait être accompagné dès le début, oui. Mais parce que, pour finir avec Mme Pannier-Runacher, ce n'est pas peut-être tout à fait fini, parce que on a dit qu'il y avait 3 sociétés dans lesquelles elle a dû se déporter. Il y a Perenco, mais il y a aussi la société Défense Conseil International, qui a rejoint son compagnon, M. B. Et il se trouve que M. B, il était au cabinet du secrétaire d'État aux anciens combattants. Et là, il rejoint une société qui est sous contrat avec l'État. Là aussi, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir étudier. La haute autorité se saisit de toutes ces situations et
et ensuite le collège apprécie en fonction des informations qui lui sont apportées ou que la haute autorité va elle-même chercher. Nous avons accès à un certain nombre de données qui nous permettent justement d'apprécier l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité des déclarations qui nous sont présentées. Alors, nous souhaiterions pouvoir disposer d'un droit de communication plus élargi, plus direct surtout, puisque quand il s'agit d'interroger une banque ou un établissement financier, il faut passer obligatoirement par le ministère de l'économie et des finances, par Bercy. Bon, ce qui... Des fois, c'est compliqué. Non, ça se passe bien avec Bercy, mais du coup, vous perdez beaucoup de temps. Donc, le ministère convient d'ailleurs que ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé au niveau des démarches que la haute autorité puisse s'adresser directement aux établissements qui peuvent répondre à un certain nombre de questions que nous nous posons. Voilà, donc j'espère... Une autre piste d'amélioration possible. Tout à fait. Et dans le cas de Caroline Cayeux, donc la ministre déléguée chargée aux collectivités territoriales, qui vient de démissionner, c'est tout récent, c'est ce qui s'est passé. Vous vous êtes rendu compte que la déclaration de patrimoine qu'elle avait fait, en la vérifiant, ne correspondait pas totalement à la réalité, ou en tout cas était assez sous-évaluée. Nous avons publié un communiqué concernant cette situation où le contrôle de l'exactitude, de l'exhaustivité, de la sincérité nous ont conduit à formuler quelques interrogations et quelques suspicions. Notamment d'évaluation mensongère de son patrimoine, susceptible aussi de constituer une infraction de fraude fiscale. Nous ne caractérisons pas, bien sûr, ce n'est pas notre rôle, ces infractions, mais nous en avons avisé le procureur de la République. Et ensuite, ce sera à la justice, bien sûr, de trancher sur cette situation. Il faut savoir aussi que du jour où vous êtes nommé ministre, vous avez une vérification de votre situation fiscale, une vérification approfondie de votre situation fiscale qui est engagée le jour même par Bercy, mais sous le contrôle de la haute autorité. Voilà. Donc ce sont également des contrôles qui s'ajoutent, je dirais, au contrôle que nous faisons sur la déclaration de patrimoine elle-même. Et donc nous avons accès, du coup, à un certain nombre de données, ce qui peut nous permettre, justement, de porter une appréciation sur telle ou telle situation. Nous avons pu observer, d'ailleurs, que à l'exception de la personne que vous avez citée, pour le reste du gouvernement, ça s'était passé sans difficulté particulière. Bon. Il y a un certain nombre de modifications, de corrections qui ont pu être demandées, mais sans que ça corresponde à des modifications substantielles. Gouvernement validé. En tout cas, dans sa forme. Ça n'appartient pas de valider comme ça, mais en tout cas, nous avons fait notre travail en ce qui concerne le contrôle de ces déclarations de patrimoine et d'intérêt. Et nous le faisons savoir et compte tenu de ce que la loi rend public, ces déclarations de patrimoine et d'intérêt, nous les avons bien sûr mis sur notre site. Très bien. Et donc, Caroline Cayeux rejoint une liste plus ou moins longue de ministres qui ont dû quitter le gouvernement. Donc, on peut prendre 2017, on aurait pu prendre avant, mais voilà, la haute autorité a à peine 10 ans. La plupart, soit avaient sous-évalué leur patrimoine, soit il y avait des petits problèmes dans leur déclaration. Donc, on peut citer Laura Flessel, Monsieur Delevoye, qui avait oublié de déclarer certains mandats, avec des cas évidemment différents. Monsieur Bayrou, qui a dû démissionner à cause de possibles emplois fictifs au Parlement européen. C'est différentes affaires. Monsieur Colère, c'était avant. Dans le plus récent, on avait Monsieur Ferrand avec l'affaire des mutuelles de Bretagne, avec un possible conflit d'intérêts qui concernait sa femme. Et dans les endroits où vous avez eu à statuer, il y a eu Monsieur Djebari, où vous avez mis des avis défavorables, Madame Bachelot, Madame Vidal. Oui, ce sont des choses... Totalement, avec chaque cas différent. Et là, je ne parle pas forcément d'affaires. Parce que c'est mais où en tout cas, vous avez dû parce que à un moment sur les derniers trancher. cas que vous évoquez, ce sont des projets de reconversion. C'est des projets de reconversion où vous avez donné votre avis. Obligatoirement, nous sommes saisis pour avis. Voilà, je ne parle pas évidemment d'affaires à proprement parler.
pas à chaque fois. Mais quand même, quand vous voyez un peu cette accumulation de noms, d'affaires, ou en tout cas de projets un peu malheureux des membres de gouvernement, est-ce que des fois, vous n'avez pas l'impression d'être face à une tâche un peu insurmontable ? C'est pas un peu déprimant ? Non, je crois qu'il faut dire, faut jamais se laisser déprimer. Non, depuis plusieurs années, il y a un certain nombre de textes qui ont été votés et qui vont tout à fait dans le bon sens. Alors, c'est une particularité française. La législation évolue le plus souvent après des affaires, après des scandales. Bon. Un scandale, hein, une loi. Oui, en tout cas, c'est ce qui est arrivé et ce qui a permis notre existence, oui, l'existence de la haute autorité. Votre genèse, c'est un peu l'affaire Cahuzac, plus jamais ça. En fait, c'était un peu ça quand même, le fait qu'il y a... Oui, en tout cas, parce que les questions d'exemplarité, de probité sont considérées comme étant essentielles par les citoyens et à juste titre. Et l'objet de cette autorité, c'est de pouvoir donner une assurance raisonnable quant à l'exemplarité, quant à la probité des responsables publics pour le citoyen. Bon. Donc nous essayons d'y contribuer à travers les contrôles que nous faisons. Donc il y a des progrès incontestables et je crois qu'aujourd'hui on identifie mieux justement ceux qui ne respectent pas, je dirais, leurs obligations déclaratives, leurs obligations déontologiques, et ceux qui peuvent commettre des infractions à la probité. Vous avez aussi le parquet national financier qui a été créé, qui peut être saisi sur justement un certain nombre de situations. Et l'article 40 permet aussi de faire état, justement, d'un certain nombre d'interrogations que les uns et les autres peuvent avoir sur telle ou telle situation. Donc, je pense... Et vous avez un certain nombre de sanctions qui tombent désormais. Donc voilà, je pense qu'il y a des progrès incontestables, avec un paradoxe, d'ailleurs, que l'on peut rencontrer, ou une certaine contradiction, c'est à travers les contrôles que nous faisons, nous pouvons constater qu'une très grande majorité des responsables publics, justement, remplissent bien leurs obligations déclaratives et respectent leurs obligations déontologiques. Alors, il y a encore une minorité. Oui, si je me souviens bien, c'est quasiment un signe de bonne santé. Et dans le même temps, les citoyens considèrent que, dans une proportion inquiétante, plus de la moitié, considèrent que leurs responsables publics ne sont pas aussi honnêtes qu'il le faudrait. Bon, et la défiance est beaucoup plus forte que la confiance dans les institutions et dans les responsables publics. Et c'est un vrai défi pour une démocratie. D'où l'intérêt, justement, que l'on puisse attester de l'exemplarité et de la probité des responsables publics, et que ça puisse être le fait, non seulement, bien sûr, de la justice, mais également d'une autorité administrative indépendante qui peut, justement, contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité des obligations déclaratives de ces responsables publics. Donc voilà. Alors, il y a encore des choses à faire. Moi, je trouve que la politique publique de lutte contre la corruption, contre les atteintes à la probité, n'apparaît pas suffisamment fortement dans notre pays. Elle n'est d'ailleurs jamais débattue au Parlement. Bon, le Parlement ne débat jamais d'une politique publique de lutte contre la corruption. Il en apprécie encore moins les résultats, puisque cette politique, non seulement il ne la vote pas, mais elle ne lui est pas présentée quant aux résultats. Donc il y a un certain nombre de progrès encore à faire pour que, justement, il n'y ait pas de doute au niveau du citoyen par rapport à ces sujets. Mais il faut quand même savoir reconnaître le chemin parcouru, même s'il y a encore, je vous dis, quelques mètres à faire. Si je vous suis bien, Didier Migaud, en fait, il ne faudrait pas voir la multiplication des affaires, en tout cas les sorties des affaires sur la place publique, comme un signe inquiétant, mais plutôt comme un signe de bonne santé, du fait que les contrôles sont faits. Bonne santé, il ne faut pas que
le comportement de quelques-uns puisse jeter l'opprobre sur la totalité, ce qu'on a souvent tendance à faire, comme ça, dans l'absolu. Donc voilà, il faut avoir le recul nécessaire, et je pense que justement, que l'on puisse aujourd'hui identifier un certain nombre de situations, pouvoir les transmettre à la justice, tout ça n'existait pas obligatoirement il y a quelques années, puis vous avez maintenant des sanctions qui sont prises. Vous avez dans un ancien gouvernement une situation qui avait été signalée à la justice. Un ministre a été condamné. Donc voilà, alors ça doit être jugé en appel, tout n'est pas encore terminé. Il a été condamné en première instance. Donc voilà, vous avez et dans des délais relativement rapprochés. Donc voilà, tout cela montre que les uns et les autres font leur travail, et je crois que c'est très important pour que justement il y ait cette confiance des citoyens dans leurs institutions, dans leurs responsables publics, parce que pour une démocratie, c'est essentiel. Et malgré ce travail, la France, alors c'est un classement qui vaut ce qu'il vaut, mais est classée 21e au classement mondial de la corruption de l'ONG Transparency Watch. Donc, vous l'avez dit, il reste encore des choses à faire, mais face à cet enjeu qui est important, on a envie de dire, c'est pas 70 que vous devriez être, c'est 700. À la HATVP. 700, je ne sais pas, mais non. Est-ce qu'on donne vraiment les moyens face à l'enjeu important ? Non, je l'ai dit, je pense que les moyens sont effectivement contraints. Il y a toute une réflexion à avoir. D'ailleurs, il y a eu plusieurs missions d'information conduites par la commission des lois de l'Assemblée nationale sous le quinquennat précédent, avec un certain nombre de propositions formulées. Je pense qu'il serait bien de remettre à plat, de pouvoir définir une vraie politique publique de lutte contre la corruption, présenter à froid, la présenter devant le Parlement, que le Parlement puisse en apprécier les résultats chaque année, lorsque, justement, on lui présente l'exécution de la loi de finances et des politiques publiques. Il faut aussi qu'il y ait vraisemblablement une réflexion sur le rôle de chacun, puisque vous avez beaucoup d'acteurs qui sont concernés pour lutter, justement, contre la corruption et contre les atteintes à la probité. Il faut sûrement clarifier le rôle des uns et des autres pour le maximum d'efficacité possible, éviter les doublons, les chevauchements, éviter justement que des malentendus justement sur le rôle de chacun. Donc voilà, il y a encore des choses à faire. Il faut pouvoir vraisemblablement donner un droit de communication plus élargi, un pouvoir de sanction administrative à la haute autorité. Il faut que nous puissions avoir des moyens supplémentaires, non seulement pour contrôler, bien évidemment, pour assurer le suivi des réserves que nous pouvons exprimer. On va vraisemblablement évoquer le sujet des reconversions professionnelles. Nous exprimons un certain nombre de réserves. Il faut pouvoir les suivre pendant notamment les 3 années qui suivent la cessation de fonction. Donc ça nécessite effectivement des moyens importants. Il faut que nous ayons aussi la possibilité d'accompagner, de jouer notre rôle d'accompagnement et de prévention et de conseil à l'ensemble des responsables publics, donc que nous puissions travailler en amont, et puis surtout le faire savoir, le faire connaître, pour que le citoyen puisse avoir conscience justement de ce qu'un certain nombre d'entités, d'institutions existent qui remplissent pleinement leur rôle pour leur permettre justement d'avoir confiance dans les institutions et dans leurs responsables publics. Voilà, donc oui, je mentirais si je disais que nos moyens sont suffisants. Non, il faut sûrement les augmenter. Alors, je suis conscient, surtout de par mes fonctions précédentes, comme Premier président de la Cour des comptes, des contraintes budgétaires qui peuvent exister, mais c'est une question de choix, de priorité. Je pense qu'il pourrait être utile, il serait utile qu'effectivement nos moyens soient ajustés à la hausse. Et est-ce qu'on doit aller vers un modèle un peu différent de celui qu'on a vu jusqu'à présent, peut-être plus scandinave, de la transparence totale autour des élus, pour atteindre cet objectif de confiance? Vous avez des cultures différentes dans les pays. Là, je vois, nous animons
un réseau européen d'un certain nombre d'autorités qui ont à peu près les mêmes missions que nous. Dans un certain nombre de pays, il n'y a pas besoin de mettre en place ces autorités, parce que justement, ça fait partie de leur ADN, de leur culture. Pour un pays latin comme le nôtre, par exemple. Eh bien, il faut vraisemblablement des autorités administratives indépendantes qui remplissent ce rôle, qui assurent la transparence. La transparence étant vue non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen, justement, pour conforter la confiance. Il faut que la transparence soit faite sur bien sûr l'essentiel, et puis il faut aussi que des autorités indépendantes et collégiales puissent exercer les contrôles nécessaires. Donc voilà, mais dans des pays, c'est vrai, comme la Suède, etc., vous avez le contrôle direct par le citoyen ou par les médias. Bon, nous n'en sommes pas là. Un jour peut-être. Peut-être, mais commençons par faire en sorte que je dirais que toutes ces structures, ces entités qui ont été mises en place puissent... l'essentiel, c'est de pouvoir prévenir, d'ailleurs. Bon, il faut pouvoir agir en amont et puis se mettre en mesure de pouvoir discerner tous les manquements et puis de faire en sorte qu'ils soient sanctionnés. Bon. Parce que, pareil, si vous avez manquement, qu'il n'y a pas de sanction, bien évidemment, le citoyen ne peut pas en être satisfait. Et parfois, il a le sentiment, justement, que la sanction tarde à venir s'agissant de manquements à la probité. Quand vous avez des infractions qui sont commises par le citoyen, des infractions au code de la route ou autres, vous avez une sanction immédiate, pratiquement, qui intervient. Donc, quand vous avez le non-respect d'obligations déclaratives, c'est important qu'une sanction puisse intervenir aussi rapidement. Alors, ce sera ma dernière question. Jusqu'où pourriez-vous aller ? Nous, les journalistes, certains journalistes se sont beaucoup intéressés au patrimoine d'Emmanuel Macron, déclaration de patrimoine en 2014-2017 qui a été validée par la HATVP. Si un jour, et pour l'instant la preuve n'a pas été faite, étaient mis sur la place publique des éléments qui pourraient venir contredire cette déclaration de patrimoine, est-ce que vous seriez en mesure de transmettre le dossier concernant Emmanuel Macron à la justice ? Nous agissons dans le cadre de la loi. Et nous devons nous substituer ni au législateur, ni au juge. Chacun son rôle. S'agissant du président de la République, il n'est pas sous notre contrôle, à proprement parler. Sa déclaration de patrimoine initiale n'est pas contrôlable, n'a pas à être contrôlée par la haute autorité. Vous avez plusieurs dispositions qui ont été prises par une loi récente, d'ailleurs, à l'initiative de l'actuel président de la République, c'est que désormais, le président de la République doit à la haute autorité une déclaration de fin de mandat, de fin d'activité. Bon. Et celle-là, nous la contrôlons. Nous la contrôlons par rapport à une déclaration initiale que nous avons vue dans la presse, puisque tout candidat à l'élection présidentielle doit déposer une déclaration de patrimoine qui doit être rendue publique. Nous avons d'ailleurs cette responsabilité de la rendre publique sur notre site, s'agissant des candidats à l'élection présidentielle. Voilà, donc là, nous avons considéré d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'appréciation en tant que telle à apporter sur un éventuel enrichissement illicite par rapport à la déclaration de patrimoine qui avait été faite par le candidat. Et s'agissant, donc nous aurons encore à le contrôler en fin de mandat, mais par rapport, une fois de plus, à une déclaration qui n'a pas été contrôlée. C'est totalement différent, bien évidemment, s'agissant des ministres ou des élus, puisque là, nous avons pour responsabilité, pour mission, de contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité de ces déclarations. Oui, parce que la question concernant le patrimoine d'Emmanuel Macron, c'est sur sa vie d'avant
d'avant d'avoir été ministre, puis candidat, puis président de la République, quand il était dans le secteur de la banque. Et donc, les doutes, les soupçons, les enquêtes ont trait à ça sur la période qui se passait avant qu'il soit contrôlable par votre instance. Et puis maintenant, c'est évidemment pas quelque chose qui concerne des faits qui ont lieu pendant son mandat. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République, il sera contrôlé dans le cadre de sa déclaration de fin de fonction. Ça, c'est une loi votée sous le quinquennat précédent. Et puis, désormais, le budget de l'Élysée, comme vous le savez, est contrôlé par la Cour des comptes. Depuis un certain nombre d'années, depuis notamment la présidence Sarkozy. Donc voilà, on peut considérer que l'Élysée aujourd'hui est beaucoup plus contrôlé qu'il ne pouvait l'être hier. Il y a tout un travail, bien sûr, qui nécessite que nous puissions instruire en respectant le secret de l'instruction, bien évidemment. Puis parfois, les informations qui sortent dans la presse peuvent vous aider à avancer sur certains dossiers ou ouvrir des enquêtes, comme dans le cas de Mme Pannier-Runacher. Elle peut bien évidemment nous conduire à réouvrir un dossier. Merci beaucoup Didier Migaud. C'est moi qui vous remercie et à votre disposition. Merci à tous, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner en activant la cloche. Et surtout, si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Ce soutien est le seul garant de notre indépendance, qualité que nous partageons avec la HATVP. Merci à tous et à très bientôt.